bienvenue au JFICAT 2024 à Caen. Je suis Benoît Lequeux, cardiologue à Poitiers. J'ai le plaisir d'être avec Rémi Sabatier, cardiologue à Caen. Rémi, on parle de droit commun en télésurveillance. Qu'est-ce que c'est finalement le droit commun? Le passage de la télésurveillance dans le droit commun, depuis juillet 2023, fait suite à ETAP, qui était donc une expérimentation de la télésurveillance au niveau national, et pour lesquelles des données que nous avons pu fournir différentes équipes qui avaient commencé très tôt, et le GIC avec un travail acharné pour faire accepter cette télésurveillance, ont permis donc ce passage dans le remboursement de droit commun, c'est-à-dire pour tous les patients qui répondent aux critères. Donc maintenant qu'on est dans le droit commun, finalement, quels sont les critères d'inclusion? Est-ce que c'est réservé aux hospitaliers, à l'hôpital? Alors les critères d'inclusion sont assez simples et intéressent de nombreux insuffisants cardiaques. Il suffit d'avoir été hospitalisé dans les 12 mois précédents ou d'être symptomatique avec un BNP supérieur à 100 ou un NT-proBNP supérieur à 1000. Ça fait quand même beaucoup de patients et ça n'est pas réservé aux équipes hospitalières. Tout cardiologue peut inclure un patient en télésurveillance à partir du moment où il a un de ces critères et le suivre ensuite avec une organisation adaptée. On a différents types de patients insuffisants cardiaques, il y a différents profils, donc est-ce que finalement on a la même prise en charge, la même facturation pour ces patients? Alors il existe heureusement 3 forfaits maintenant qui permettent d'inclure des malades avec plusieurs comorbidités et donc d'avoir des forfaits majorés étant donné que les infirmières vont passer ou l'équipe de suivi va passer plus de temps qui vont permettre donc de les surveiller en ayant plus de temps payé pour faire ça. Finalement on parle de surveillance, mais qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on a besoin d'objets connectés pour surveiller justement ce qu'on surveille? Alors on surveille essentiellement le poids et les symptômes avec différents algorithmes selon les plateformes et des alertes qui sont générées par ces algorithmes. Et les objets connectés ne sont pas obligatoires et il faut surtout s'adapter au profil du patient. Est-ce qu'il est capable d'apprendre seul, de faire de l'autosurveillance? Est-ce qu'il a besoin au contraire d'être secondé? Est-ce qu'il a même besoin d'un aidant? Et finalement, quand on fait de la télésurveillance, est-ce qu'on peut le faire tout seul? Est-ce que ça nécessite une certaine organisation finalement? Il est conseillé de s'organiser avec des collègues ou au moins avec une infirmière de préférence, notamment pour assurer la continuité des soins et pour éviter d'être débordé par les alertes qui ne sont pas si fréquentes mais qui tomberont parfois forcément au mauvais moment. Et donc finalement, on a des alertes et la clé en fait c'est l'observance du patient. Absolument, l'observance est un élément clé qui a même été mis comme une condition du remboursement et les patients non observants ont un mauvais pronostic. La télésurveillance ne permet pas d'éviter les événements, elle doit être interrompue et il faut leur proposer quelque chose d'autre, de la réadaptation, la prise en charge d'une dépression ou même des dispositifs invasifs comme il en existera prochainement, il en existe déjà en intravasculaire mais il en existera prochainement en sous-cutané qui permettront de faire ces prises en charge. Donc en conclusion, on peut dire que le passage en droit commun nous a permis d'ouvrir en fait la télésurveillance à tout type de patients insuffisants cardiaques avec des critères d'inclusion bien précis, des facturations qui dépendent du profil du patient. Ça nécessite une organisation de soins précise et finalement l'observance est la clé de la réussite chez ces patients. Merci Rémi. Merci Benoît.